Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Salut les geeks, c'est Bob Zombie, le défraculateur de comics, et devinez ce que j'ai de caché dans mon falzar aujourd'hui. Je sais pas, tu nous donnes un indice? Ok, vas-y Polo, fais péter la musique. Ah, je kiffe cette musique. Hein. Bah vas-y, c'est quoi l'énigme? Ok, alors, aussi dure qu'une carotte, elle se situe dans ma culotte. Qui suis-je? Ta bite? Et non, perdu, c'est l'intégrale Panini des Défenseurs. Oh bah j'étais pas loin quand même. Une intégrale que j'ai achetée à l'aveuglette en Daredevil style. Il s'agit du second intégral consacré aux Défenseurs. Vas-y Michel, zoom bien sur la couverture. Non mais zoom pas trop ou ça va devenir une coloscopie. On veut pas gros mais intérieurement je chiale. Non mais Scarlett, je sais bien que t'es pas la palme du ventilo qui tourne le plus vite, mais fais quand même un effort. Et vous aussi, chers spectateurs arrogants, ne partez pas tout de suite, vous allez pouvoir le constater, ce bouquin est vraiment plus excitant qu'un déjeuner dominical chez Papy. Parce qu'attention les geeks, là on a affaire au premier crossover marvelien, et pour de vrai hein. Pour de vrai? Oui, même s'il y a toujours un spécialiste qui ramènera sa fraise dans les commentaires pour dire que c'est pas vrai. J'aime pas trop les fils de pute. Mais je vais quand même vous décortiquer ça, parce que là, vous allez pouvoir me voir en plein travail, et ça, je pense que c'est intéressant pour vous, hein, vous qui avez perdu toute rigueur dans votre travail. Vous vous sentez blasé au boulot? Envoyez tuer sens au 8-200-200. Ah non mais quel bonheur tu nous fais avec cette vidéo. Mais j'en oublie toutes les politesses. Salut Scarlett, ça farte. Tranquille, très contente d'être là, votre lucubre noirceur. Eh ben, on va passer un moment ensemble, hein. Oui bah garde la pêche, hein, tu veux test? Ma chère Scarlett, es-tu disposée? Oui, je reviens de la selle. Ah oui, tu attaques direct dans l'aigre-doux. Hein. Oui, je voulais vous proposer ce moment extrêmement gênant pour commencer. Eh ben c'est réussi, tu poses bien l'ambiance et sans plus tarder, allons-y, envoyons le bousin. Je vous souhaite une très bonne vidéo à tous, sauf à toi qui regarde. Mais non, je déconne. Et tu as oublié de dire qu'on allait passer un bon moment. Ouais, ouais, ça serait pas honnête. Il y a quelques mois, alors que j'étais encore vigoureux et pétulant, j'avais fait une vidéo cossue et cocasse, dans laquelle je parlais avec talent du premier album velu Panini consacré aux Défenseurs pour la période 1969 à 1972. Pourquoi tu nous racontes ça? Parce que je fais une mise en situation. Ah ok. On y voyait comment les membres de ce non-groupe, que sont les Défenseurs, s'étaient réunis autour de trois personnages au capital sympathie peu développé, il faut bien l'avouer. Et en français dans le texte? Alors, on va pas se mentir, hein, on avait trois grosses têtes de cons possédant un charisme proche de la cuvette des chiottes, à savoir le Docteur Strange, Hulk et Namor, mal alpha de catégorie irritable sans raison. Donc effectivement, réunir trois personnages n'ayant qu'un faible capital sympathie pour le lectorat, un lectorat amateur de super-héros, eh bien ça puait du fion. Pas facile, Émile, de développer un groupe capable de faire hurler des foules. Roy Thomas, à l'écriture, avait été obligé de demander l'autorisation à Stan Lee pour lui emprunter de façon subrogative en tapinant le surfeur d'argent pour rehausser le prestige de ce groupe, mais cela n'était pas facile car le petit gars argenté était une chasse gardée de Stan Lee qui n'aimait pas prêter son jouet. Ouais, sauf que c'était pas lui qui l'avait inventé, hein, c'était Jack Kirby. Ouais, c'est pas faux. Pour en revenir à la première intégrale que je vous ai présentée de façon aussi virile qu'ostentatoire, on voyait donc la naissance de ce non-groupe dans les pages du Marvel Fighter 1 à 3, avant d'obtenir un titre à part entière en 1972, dont les trois premiers épisodes avaient été publiés dans le premier intégral Panini. Donc forcément, on va parler aujourd'hui des épisodes 4 à 11 de 1973, meilleure année de tous les temps, avec au-delà de ces épisodes des Defenders, un prolongement de leur aventure dans les Avengers 115 à 118, l'occasion pour nous d'assister au premier crossover de l'histoire de Marvel avec cette fameuse guerre des défenseurs contre les Vengeurs. J'adore déjà cette vidéo. T'es sérieuse? Bah pour tout dire, j'essaie de créer une émulation autour de ton travail. Voilà en tout cas une occasion d'être gâté au niveau baston, comme vous allez pouvoir le constater, pour un peu que vous ne jouiez pas les bâtards et que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, la couverture du second intégral ne s'y trompe pas. Tu as l'œil, Scarlett. Rien ne m'échappe, hein, je suis une rapace, hein, une snipeuse. Et tu as aussi deux reins. Oui, je bois contre Axéville. En effet, la couverture s'est attirée le chaland avec cette empoignade pleine de testostérone entre les deux bourrins de Marvel, j'ai nommé Hulk et Thor, mais trêve de billevesées et autres considérations oiseuses, et entrons à présent dans le vif du sujet. Kalash, c'est bon, on est parti. Alors avant de parler du crossover, intéressons-nous aux épisodes 4 à 11 des Défenseurs, tous écrits par Steve Englehart. Il faut que vous le sachiez, Steve Englehart travaille à l'époque sur les Défenseurs et sur les Avengers en même temps. Et rapidement, il fait comprendre à Roy Thomas que... Ça fait beaucoup là, non? Alors Roy Thomas, dans son extrême bonté, va lui proposer de choisir entre les Défenseurs et les Avengers, et Steve n'hésite pas une seule seconde entre une équipe qui pue du cul et sans capital sympathie, et les Avengers charismatiques qui déchirent leur race. Bah c'est vite vu. Steve Englehart va abandonner le groupe des Défenseurs
défenseurs. Enfin, un groupe, c'est vite dit, parce que justement on parle souvent de non-groupe, puisque ses membres ne se rassemblent qu'en cas d'extrême urgence pour protéger la Terre des menaces extraterrestres ou extradimensionnelles. Dans cet album en particulier, on a quand même Dormammu, l'Enchantress et Sirius Black, sorte de Doctor Strange Leader Price, ou même ce pisseur du cul qu'est Loki. Élégant. L'épisode 4 des Défenseurs est donc écrit par Steve Englehart et dessiné par Sal Buscema. Il date de février 1973, et le lecteur français, Androposé, aujourd'hui, a pu lire ce récit chez Haredi en 1975 dans Étrange Aventure 41. Le récit commence avec un retour des Défenseurs d'une autre dimension où ils ont affronté de terribles dangers. Ils ramènent avec eux, dans un état de catatonie, Barbara Denton, qui plus tard s'appellera Barbara Norris, une blondasse qui a fait partie de l'histoire des Defenders depuis leur proto-aventure. Pour te dire ma gueule, Barbara Denton a été vue pour la dernière fois dans Hulk 126 en avril 1970 et que toi, lecteur boomer dégarni, tu as pu voir dans le Hulk Color numéro 7 chez Haredi en novembre 1983. Bon, le coup de la catatonie se comprend aisément puisque la meuf a été coincée dans une dimension infernale où elle s'est fait péter la boîte à bonheur par un démon libidineux de type DSK avant d'être littéralement liée à lui, donc je pense qu'elle a le droit d'être catatonique. Et dans catatonique, il y a Nick. parce que franchement, après analyse de ce qui est arrivé à la pépette, on ne voit pas ce qu'il y aurait de plus dur pour elle. Une double peinée. Ok, public, je te laisse méditer sur cette blague beauf et on passe à la suite. Et ce défenseur numéro 4 nous amène à découvrir l'origine de la Valkyrie, damoiselle ma foi très accorte et rotonde. Et j'aime ça. Bah oui, elle est belle. Et la beauté est une promesse de bonheur, disait Stendhal. Pardon? Ça t'étonne que j'ai un QI à 3 chiffres? Tu sais, c'est pas le tout d'avoir un chiffre, c'est surtout savoir ce qu'on en fait. Non mais je te rassure, j'avais que cette phrase en stock. Oui, mais elle est bien placée. Jolie l'ancienne. Et là, croyez-moi, chers spectateurs, ça sent le mammifère vivipare. Tout est lié à l'Enchantress qui combat la méchante reine déesse Casiolena, qui a volé son mec, le mec de l'Enchantress, on est d'accord, celui qui l'a fait vibrer, et qui remplace papa les jours de paye. J'ai nommé le bourreau, traduit l'exécuteur ici dans cet album. Le bourreau reçoit une note paresseuse en bas de page qui nous dit laconiquement « L'avez-vous reconnu ?» Non. Bah oui, Mario a raison, comment veux-tu reconnaître ce personnage au milieu d'un million d'histoires anciennes? Bah je sais pas. Non mais c'était une question rhétorique, Scarlett. Non mais laisse tomber. On ne sait pas qui c'est ce gazier, Alors j'ai fait mes recherches et j'ai découvert que le bourreau a rompu avec l'Enchantress dans l'Avengers 83. Et puis si tu veux en savoir encore plus, Hulk a combattu le bourreau dans Hulk 102. Voilà, et rien que devant ce constat que je suis un véritable professionnel au niveau de mes recherches, je t'invite à t'abonner et à laisser un post-blow, tu seras bien gentil ma gueule. Afin d'égaliser les chances, l'Enchantress se transforme Barbara Denton, alias Barbara Norris, en Valkyrie. Bon, ce qui est agréable, c'est que là, on a une vraie féministe, loin des clichés de notre époque. Pour ceux qui ont lu mon livre « Comment moins faire jouir une femme », vous savez quelle est ma position sur ce sujet. La Valkyrie correspond à mon critère de féministe idéal, genre Sigourney Weaver dans Alien. Sacré nana. Ou même de la recherche de l'émancipation et de l'affirmation, digne de Thelma et Louise, pourquoi pas même une héroïne de Fury Road, mais certainement pas une Miss Marvel du MCU, portant l'estampille d'un sexisme se résumant à un mot valise dans lequel on peut ranger tous les mots valides de l'échec personnel, d'oppression et de frustration, et tu multiplies le tout par mon cul pour obtenir un globi-boulga de pseudo-morale et de géniardisme rempli de mots creux et de moulins à vent des idées, comme savent si bien le faire tous les extrémistes de notre époque. T'expliques tellement bien mon Bob qu'on comprend rien. Merci Scarlett, t'es une gentille fille toi. Et les zadistes dans les commentaires, commencez pas à faire de la merde. Vous pouvez débattre autant que vous voulez dans les commentaires, je ne lirai pas. J'aime ton ouverture au débat. Ah bah on est là aussi pour donner des leçons de vie. Rire de droite. En fait c'est super agréable de voir un personnage féminin, fort, doté de pouvoirs physiques et surtout intelligent. Je suis désolée, mais si on me voit pas, c'est qu'on est aveugle. Il faut que vous le sachiez, pas seulement dans un sac plastique, son costume classique a été conçu par John Buscema, et j'avoue qu'il m'a toujours fait de l'effet dans mon slip, avec son soutien-gorge en métal et ses ballerines stylées nous offrant une vierge de glace au corps de Diane, comme le disait le grand Michel Sardou. Michel, si tu m'écoutes... Rire de droite. Et effectivement, la Valkyrie fournira une véritable plus-value aux défenseurs en tant que membre constant de la non-équipe tout au long de toutes ses incarnations. Avoue que tu craches sur la Valkyrie. Ah non, je ne croche sur personne. Oh l'autre, il mouille son futal pour une guerrière en cuisse. Bah pas tant que ça, Pour moi le mot Valkyrie, c'est le côté sombre de l'Allemagne qu'on n'aime pas. Oh, il y a beaucoup plus sombre, Coco, tu sais. Sinon, cet arc présente également le Chevalier Noir au casting, seulement pour qu'il soit transformé en pierre par l'Enchantress, et il va le rester durant toute cette intégrale 1973. L'avantage de cette situation, c'est que la Valkyrie va récupérer le cheval du Chevalier Noir, un cheval qui s'appelle Aragorn, et j'avoue que je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Pour Frodon. Oh, je n'en suis pas sûr. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer cette magnifique couverture du spécial tranche numéro 5, et même si c'est hors sujet de ma part, je pense que ça doit parler aux boomers qui regardent cette chaîne. Oui, les boomers, je vous envoie de la nostalgie dans votre gueule. Alors, vous la prenez ou vous la prenez pas, mais moi, j'ai distribué du bonheur. Et ça, c'est uniquement sur Amadzingi. En tout cas, moi, je passe un très bon moment en ta compagnie. Tu flattes? Un peu. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il fout dans cette histoire, ce bolasse de Chevalier Noir? Oui.
Eh bien, après des recherches, j'ai découvert que le Chevalier Noir a aidé à vaincre l'Enchantress dans l'Avengers numéro 100. Prisonnière de Zeus, elle va réussir à s'échapper grâce à la complicité du Chevalier Noir qu'elle a séduit pour qu'il l'aide à grand renfort de dégustation de langue. Bon, sinon, sans être une super histoire, ça n'en reste pas moins une petite intrigue amusante dont la grammaire narrative tourne autour de l'épée et de la sorcellerie, avec un art visuel acceptable, mais parfois un peu raide. Comme ta bite? Vas-y mollo Scarlett, les gens ils vont encore gauler, il y a trop de vulgarité dans l'émission. Bah qu'ils aillent sur Twitter, hein, c'est là où il y a leur place. Hein. Oui, après tous les rageux, mettez votre dislike et barrez-vous. Et donc on ne peut que constater un style un peu raide de la part de Sal Buscema, même si on imagine que les encreurs doivent avoir leur part de responsabilité. Bon, tu sais, il faut toujours un coupable dans la culture de l'Inquisition. Et de toute façon, au crédit de ce bon vieux Sal, ces nanas sont terriblement sexy, donc bon, on va rien dire. Quand je regarde la Valkyrie ou l'Enchantress, j'avoue que je me sens submergé par leurs boobies, et quelque part, à chaque fois devant une telle contemplation, je trouve une certaine forme de paix intérieure au fond de moi-même. Ouais, enfin, surtout quand tu t'es soulagé l'hypothalamus. Dans l'épisode 5 sorti en avril 1973, que les Français ont pu lire dans Étrange Aventure 42 en 1975, la Valkyrie est attaquée par des mecs masqués. Elle les vainc facilement et elle fait un caca nerveux quand le Docteur Strange arrive pour l'aider. Son agacement supérieur à celui que j'éprouve quand je contemple une toile du Tintoret prend la forme d'un féminisme bien relou avec une déclaration du genre La Valkyrie n'a pas besoin d'aucune aide, de vous et de tout autre homme. Ah! En fait, Englehart veut nous démontrer dans ses paroles que la personnalité de la guerrière a été créée par l'Enchantress. C'est elle qui a voulu qu'elle soit ainsi. Avec un si on fait de la musique. J'ai pas compris. Enchaîne. Ce qu'il y a d'intéressant également, c'est de constater, dans les panneaux que je vous montre là, la façon dont la personnalité de la Valkyrie suscite également de la méfiance envers les autres femmes. Là, elle a compris qu'elle énerve Cléa, mais elle n'est pas bitophobe au final, car elle est amoureuse du Chevalier Noir. Je trouve cette sous-intrigue bancale. On sent qu'il doit y avoir du Roy Thomas derrière tout ça. Le reste de ce numéro est consacré à la renaissance de l'Omégatron de Yandroth, qui a été teasé depuis le numéro 1 des Défenseurs. En effet, l'Omégatron est apparu pour la première fois dans le Marvel Fighter numéro 1, et c'est le Docteur Strange qui l'a accidentellement réactivé dans le Defender numéro 1. C'est incroyable ce que tu dis. La Valkyrie ayant convenu qu'elle avait besoin d'amis, le Docteur Strange lui donne une paire de pierres précieuses qui lui permettent de rechercher Namor et Hulk. Elle retrouve Namor chez Betty Dean avec Namorita. Valkyrie se confond un peu entre amis et coéquipiers, et Namor n'est toujours pas intéressé à faire partie d'une équipe formelle. Mais avant que la conversation n'aille trop loin, Namor disparaît. La Valkyrie a toujours la gemme, et elle peut donc se concentrer sur son nouvel emplacement. Incroyable. Elle emmène Namorita avec elle. Ce qui est bien d'avoir une protagoniste guerrière, c'est qu'elle ne perd pas de temps avec des objections, tu vois, du genre mais tu es une fille ou tu es un enfant. Et ça, c'est agréable dans une histoire. On passe crème, on passe crème. Val, oui, on peut l'appeler Val, hein, c'est plus cool. Et donc Val tente de recruter Hulk avant d'aller chercher Namor, mais il est encore moins réceptif au travail d'équipe de Namor. Cependant, il est également téléporté. Par qui? Ça, on va le découvrir dans quelques instants. Les gemmes conduisent Val et Namorita à l'Omégatron. Ce dernier envoie des doubles de Namor et de Hulk pour arrêter Val et Namorita, et Val utilise le chevalier noir, Aragorn, pour détecter lesquels sont réels. Finalement, les gentils reprennent tous leur esprit et combattent l'Omégatron, merveille de technologie ringarde. Oh bah quand même, il y a plus de technologie là-dedans que dans une 4L. Après que Hulk l'a fait chanceler, la Valkyrie l'achève en lui coupant la tête. Je trouve la fin méga rapide, comme une éjaculation précoce de Kevin découvrant YouPorn, expédiée même. Et dans le récit, on nous fait comprendre que c'est l'arrogance de Yandroth qui a rendu l'Omégatron vulnérable à un tranchage de tête. Ouais, faut être con quand même pour foutre les circuits vulnérables dans la tête de la machine. Tu m'étonnes. Et forcément, l'épée de Val va lui être fatale. En tout cas, une Valkyrie qui a un rôle principal depuis 2 épisodes, et c'est pas mal pour une introduction dans la saga. Oui, je sais, vous êtes nombreux à vouloir l'introduire. Bon, je vais jouer ma pute, mais il y a une sacrée boulette dans cette histoire. Quoi donc? L'Omégatron est censé mettre fin au monde que nous connaissons lorsqu'il prononce le nom de Yandroth, et Val l'arrête avant qu'il ne puisse finir de prononcer le mot, sauf que l'Omégatron a en fait déjà prononcé le nom de Yandroth plus tôt dans l'histoire. Oh, tu chipotes. Non, là je trouve que c'est une erreur de baltringue. D'ailleurs, je pense que vous pouvez lire une forme d'agacement sur mon visage, hein, et ça malgré le masque. Bah peut-être qu'il a prononcé le nom avant qu'il ne soit complètement activé. Ouais, ce raisonnement pue la moule pas fraîche. Après, il faut prendre l'histoire comme elle vient, les accepter et pas chercher à analyser, tu sais. À la fin, la Valkyrie semble vouloir proposer à ses coéquipiers la possibilité de faire enfin un groupe des défenseurs, ou du moins de maintenir le groupe en tant qu'équipe formelle, et même si Hulk refuse, Namor accepte cette fois-ci. Il sait pas trop ce qu'il veut, lui. Jetez un coup d'œil à la dernière case. Le « c'est un début peut-être » signifie un changement dans la saga. Les défenseurs seront par la suite toujours qualifiés de non-équipe, mais cela devient de moins en moins vrai. Et l'avantage, c'est que les lecteurs n'auront plus à subir des raisons artificielles pour réunir le groupe. De même, dans cet épisode, enfin débarrassé des problèmes habituels liés aux représentations des femmes par Marvel,
rappelle, l'utilisation de la Valkyrie est un habile moyen de remplacer le Chevalier Noir par une guerrière sans trop changer la dynamique du groupe. Parce qu'elle récupère l'épée et le cheval volant du Chevalier Noir quand on y réfléchit bien. Indéniablement, l'introduction de la Valkyrie était une bonne chose pour le non-groupe. Elle fournit un personnage sur lequel le livre peut se contenter et à travers lequel les autres personnages établis arrivent à se rattacher et à avoir plus de sympathie, ou du moins existent plus comme personnages intéressants qu'au début de la saga. Cette Valkyrie y joue donc un rôle indéniable. C'est bon. Vas-y, c'est la fête. Vas-y, voiture, musique à fond. En juin 1973 sort le 6e épisode des Défenseurs, et tu l'as peut-être lu dans l'étrange aventure 44 en 1975. En tout cas, moi je trouve la couverture très moche, mais vraiment le truc que t'as pas envie d'offrir en cadeau à quelqu'un. Pour un orphelinat, éventuellement. Oui, effectivement, ça peut passer dans un orphelinat, je te l'accorde. Pour donner un peu de piquant à l'histoire d'un groupe comportant le plus balèze des sorciers de l'univers, associé aux héros les plus puissants de Marvel, il est tout à fait naturel de recourir à des menaces de nature mystique pour lancer un défi au groupe. Et là, on commence avec une attaque de la Maison Strange par un sorcier nommé Sirius Black, rien à voir avec Sirius Black d'Harry Potter. T'es une fan d'Harry Potter, Scarlett? J'aimais pas quand j'étais petite. Enfin, petite, t'avais quand même 17 ans quand le premier Harry Potter est sorti. Oui, bah j'aimais pas, hein. Comme me faire toucher par mon oncle, j'aimais pas trop. Hein? Mais adulte, j'aime bien à présent. Je suis pas sûr d'avoir bien saisi ce que tu as tenté de nous dire là. Non mais vas-y, enchaîne. Bref, ce sont les acolytes masqués de Sirius Black qui ont attaqué la Valkyrie lors du dernier numéro. Strange dit que son chemin a croisé celui de Sirius Black une fois, il y a bien longtemps dans sa carrière, mais il ne donne pas plus de détails. Il n'y a pas non plus de Hulk dans ce numéro, mais le Silver Surfer revient pour notre plus grand plaisir. Et au final, Sirius Black ne représente pas vraiment une menace. Steve Englehart évite de tomber ici dans une histoire générique du Docteur Strange, car les autres personnages y sont actifs. Et donc ça va. Les épisodes 7 et 8 d'août et septembre 1973 sont écrits pour la moitié par Len Wein, enfin surtout le numéro 7. Ils ont pu être lus de façon subrogative dans Étrange Aventure 47 et 49 en 1975. Une anecdote au passage, je me souviens que j'avais failli lire cette histoire en 1995, mais finalement, j'avais pas suffisamment de thunes pour me payer ces arrêts. Ah! Il faut dire que c'était une époque où je payais des filles pour qu'elles deviennent mes amies. T'es sérieux là? Non mais je meuble un peu là. Cette histoire reprend directement la rencontre de Hulk avec Hawkeye dans le Hulk 166. Et Namor et la Valkyrie semblent très envieux de péter le stick au pauvre Hawkeye. Mais je vous la fais courte, la situation finit par se régler. Hawkeye en tant que membre des Défendeurs est plutôt ennuyeux. Oh bah t'es là toi? Oui, quelqu'un veut un thé? Non merci, mais pourquoi est-ce que tu dis ça au sujet d'Œil de Faucon? Premièrement, il y a le fait qu'il est tellement associé aux Avengers à ce stade que le fait de l'avoir dans cette non-équipe brouille l'histoire. Oui, c'est pas faux. Et puis surtout, il est nul comparé au pouvoir des autres. Oui, c'est vrai qu'il ne leur arrive pas à la cheville. Et je dirais même qu'il sera le boulet accroché à la cheville des autres dans cette histoire. C'est cocasse ce que tu dis. Je pense que c'était la meilleure vanne de la vidéo. Maintenant, vous pouvez vous barrer. Et là, tu vois, t'as la watch time de la vidéo qui commence à se casser la gueule. Ah, je pense que c'est déjà fait. Ouais, alors de toute façon, moi j'avais rien à vendre. Je suis pas un influenceur. Pour savoir si t'es un vrai influenceur qui va toucher de l'oseille, tu divises le contenu de ce que tu crées par le placement de produits qu'on te propose et tu multiplies le tout par mon cul. T'as fait une école de commerce, toi? Ouais, même qu'une fois en prépa HEC, j'étais avec un pote et je me faisais chier. Oui, et donc? Et c'est tout. Bah merci pour cette anecdote, Robert. Non, on est sûr que tout le monde s'est barré de la vidéo. Raison de plus pour dire des conneries, hein, on s'en branle. Hein. Le truc, c'est que je ne sais même plus de quoi on parlait tout à l'heure. Dans le numéro 7, le Docteur Strange n'est pas chez lui lorsque les autres défenseurs décident de lui rendre une visite. En fait, le Docteur affronte dans une autre dimension Shuma Gorta, et cela a été vu dans le Marvel première 9 à 10. En fait, tu dis ça parce que t'as une anti-sèche sur ta bite? J'avoue. Bref, après quelques présentations supplémentaires, un messager Atlante apparaît pour annoncer qu'Atuma se déchaîne en Atlantis. Namor veut lui régler son compte et accompagné des autres défenseurs, il part à la bataille. Namor se fait quand même défoncer par des marsouins, oui, des marsouins, et tous les défenseurs se font capturer par Atuma, à l'exception de Hulk qui s'en bat les steaks, mais vraiment il en a rien à foutre et il se tire sans se soucier de ses potes. C'est pas ouf ce que tu nous racontes. Je comprends, je m'ennuie moi-même. Tout ça pour découvrir que le fantôme rouge est derrière tout cela. Ah! Bref, blabla, prison, et les défenseurs s'échappent. Mais au final, ils sont lobotomisés du bulbe par le fantôme rouge, qui en fait ses esclaves mentaux, qui, avec une armée d'animaux marins, sont utilisés pour soutenir l'attaque d'Atuma sur l'Atlantique. Bref, en interrogeant Hulk, le Docteur Strange et le Surfeur retrouvent leurs potes et les aident à s'en sortir. L'histoire se termine avec Namor donnant à Atuma un coup épanouissant qui satisfait son désir de vengeance parce que il faut rappeler que Atuma est pour beaucoup dans la mort de Lady Dorma. Le saviez-vous?
C'est à partir de ce moment-là que les Défenseurs deviennent un titre mensuel avec ses numéros. On s'en branle. Bon, alors l'intégrale Panini nous propose le prologue appelé Alliance trompeuse, tiré de l'Avengers 115 de septembre 1973, qui est en fait le prologue de la guerre Avengers Defender, et qui n'a jamais été publié en France chez Aredi, ni ailleurs à ma connaissance. Dites-moi dans les commentaires si vous savez quelque chose sur ce prologue, sorti bien sûr de leur publication dans Marvel Classic numéro 4 et dans le 10e intégral des Avengers chez Panini. Mais j'ai pas de traces dans tous les bouquins vintage. Alors, l'intégrale Panini nous met la suite du Defender numéro 8, intitulé Manigance, datant de septembre 1973, que vous avez pu lire chez Aredi dans Étrange Aventure 49. Les Défenseurs sont revenus d'Atlantis et le Docteur Strange découvre que le moyen de sauver le Chevalier Noir est de mettre la main sur l'œil du mal qui se trouve dans une autre dimension. Les Défenseurs acceptent donc de retrouver cet objet maléfique et à partir de là, c'est le délire. Oh oui, c'est l'autoroute du soleil au niveau du plaisir. L'album Panini enchaîne enfin avec le crossover de la guerre des Défenseurs contre les Avengers, et en gros, l'album nous classe chronologiquement le numéro 116 des Avengers, puis le Defender 9, puis l'Avengers 117, puis le Defender 10, l'Avengers 118 et le Defender 11. Et vous savez quoi mes petits farfadets? Non, on ne sait pas. Eh ben, l'ensemble de ces 6 récits ont tous été publiés dans l'Étrange Aventure 49. Laissé aveugle en tombant lors de sa dernière bataille avec Thor, c'était dans le Thor 207, Loki est sauvé par, attention les gens, essayez de ne pas vous chier dessus, il est sauvé par Dormammu. Surprise, motherfucker! Oh bah c'est bon, je me suis pas fait dessus. Tu sais que c'est considéré comme un effort physique de déféquer? Ah bon? C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de faire du sport, Oh c'est drôle ce que tu viens de dire. n'est-ce pas? Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est complices tous les deux. Un Dormammu qui veut l'aide de Loki pour acquérir l'œil du mal, qui, il s'avère, n'a pas été détruit dans les 4 Fantastiques numéro 54, mais en fait a été divisé en 6 parties, chacune identique. Dormammu espère utiliser le Docteur Strange et ses amis pour qu'il récupère à sa place les 6 fragments. C'est un bâtard. Le Docteur Strange a rassemblé les autres Défenseurs dans la maison pour tenter de restaurer le Chevalier Noir transformé en pierre. Il est un véritable sorcier suprême à présent, et il se croit donc capable de réussir là où il ne pouvait pas le faire auparavant. C'est un petit côté arrogant quand même. Hein. Le Docteur Strange jette un sort pour comprendre comment aider le Chevalier Noir, mais Loki et Dormammu manipulent le sort, ce qui amène Strange à croire qu'il a besoin du mauvais œil pour le restaurer. Pendant ce temps, les Avengers tentent de comprendre ce qui est arrivé au corps devenu statue du Chevalier Noir, et la piste les mène à la maison du Docteur Strange. Ils sont repoussés comme par magie, sans explication, et cela énerve les Vengeurs. Souvent l'ambiance se dégrade au fur et à mesure que l'hypoglycémie augmente. Je sais pas, Scarlett, mais si tu le dis... Et donc, se rendant compte que Dormammu ne risque pas d'être clément avec lui une fois qu'il aura récupéré les fragments de l'œil du mal, Loki décide de gâcher le plan. Il contacte les Avengers et leur fait savoir ce que fait Dormammu. Et au lieu de simplement dire que Dormammu manipule les Défenseurs, il essaie plutôt de convaincre les Avengers que les Défenseurs sont tous des méchants. Pourquoi? Pas parce que Loki ne peut pas s'empêcher de se comporter comme un bâtard, je ne vois que ça. D'un autre côté, convaincre les Avengers que les Défenseurs sont des méchants, pas trop difficile à faire. Ils se sont déjà battus avec le Submariner, et Hulk aussi, et ils savent que ces gars ne sont pas très stables, ce qui pourrait également être dit pour le Silver Surfer. Et la dernière fois qu'ils ont vu la Valkyrie, elle était l'Enchantress déguisée, sans parler de Hawkeye qui a quitté les Avengers en colère. En gros, t'es en train de nous dire qu'on est là dans un concours de tub entre les Défenseurs et les Vengeurs. Oui, tout à fait, c'est un concours de tub. C'est les Teletubbies. Scarlett, s'il te plaît. Pardon. Après, attention, il n'y a pas que de la baston, c'est pas non plus éclaté au sol, genre Arte à 2h du matin, ça se lit agréablement. Si tu le dis. À partir de là, l'histoire se décompose en un split and up à la manière de l'âge d'or, et en voici la répartition. Oh, une autre fois sinon. Non, mais j'avais envie de vous le présenter là, donc je vais le faire. D'abord, il y a le Silver Surfer contre Vision et Scarlet Witch, dont on ne saurait trop louer sa paire de tétons adorables. Ah c'est bon, t'es relou là, hein. Ouais, on a compris que t'aimes pénétrer dans l'univers typiquement féminin. Oh oui, grave. Enchaîne. Alors les choses commencent raisonnablement lorsque Vision décide d'essayer de parler avec le surfeur. On a un débat courtois, mais ça va vite partir dans l'insulte. Mais bon, fallait un combat, sinon les lecteurs n'auraient pas été contents. Et lorsque le surfeur déclenche accidentellement un volcan, alors qu'il cherchait son morceau du mauvais œil, et que le volcan blesse Wanda, la Vision devient folle et attaque le gars argenté. Il y a des colères qui sont saines. Et en fin de compte, Vision doit arrêter de se battre pour sauver Wanda de la lave qui risque de la tuer, laissant le surfeur s'enfuir avec le mauvais œil. De son côté, le Docteur Strange affronte Black Panther et Mantis, mais vraiment
Bon, que vont pouvoir faire deux personnes sans réel pouvoir contre le Docteur Strange? Rien? Non mais c'était encore une question rhétorique, Scarlett. Englehart fait traîner la scène car il veut vraiment mettre en valeur Mantis, symbole de narcissisme et d'arrogance au féminin. Oh, t'abuses. Bon, au final, Strange utilise sa magie pour péter le stick à ses deux ennemis, et ça fait quand même 2-0 pour les défenseurs. On a ensuite Hawkeye et Iron Man qui se mettent sur la gueule, un Hawkeye qui essaye quand même de pécho la Valkyrie au passage, en la chopant, en essayant d'y mettre la langue, car oui les gens, il essaye de la ken. Heureusement que le hashtag MeToo n'existait pas encore. Ouais, encore qu'on se rend vite compte que la cochonne n'a pas détesté, car après avoir brandi son épée et crié cochon chauvin, elle s'avoue que c'était plutôt agréable et qu'elle n'aurait rien contre le fait de se faire dépoussiérer sa petite bête velue. T'es en train de nous dire qu'à la fin, comme une otarie goulue? Oui, on ne peut pas lui reprocher. Toi-même, Scarlett, tu as vu le loup à quel âge? Oh, je l'ai mangé très tôt. Ah voilà, donc ne soyons pas trop promptes à juger la demoiselle, parce qu'elle a les ovaires en feu. Hein. Puis finalement, elle part et Iron Man apparaît pour que le combat puisse commencer. Hawkeye bat Iron Man de la même manière qu'il le faisait autrefois, en le frappant avec des flèches acides. Et ça fait 3-0 là, hein. Il va falloir réagir les Vengeurs. La Valkyrie gagne lorsque Swordman hérite du syndrome Jean-Michel Patchat, en se prenant un coup de chevrotine dans le dos de la part du propriétaire de l'endroit dans lequel les deux adversaires étaient en train de se mettre sur la gueule. Débile le proprio. D'après une explication faite dans le numéro 122 des Avengers, il s'avère que l'intention initiale des auteurs ici était que le propriétaire était quelqu'un de l'administration Nixon, fuyant les poursuites à l'occasion du procès du Watergate, mais au moment de la publication de ce magazine, aucune condamnation n'avait été prononcée, et donc Marvel a renoncé à cette idée audacieuse, mais assez pétée du cul. Puis nous avons le combat du Submariner contre le Captain America, et alors là, on est vraiment sur le concours de Tub à celui qui pissera le plus loin. Les hommes ont toujours besoin de se rassurer de leur écart par rapport à la norme. Et bref, comme Captain America et le Prince Namor se battent du côté du Japon, eh bien il y a Feu du Soleil qui intervient, et il exprime d'ailleurs un nationalisme virulent vis-à-vis du Captain America. Ce qui est normal car à l'époque, au Japon, il y avait une forte critique de l'impérialisme yankee. Est-ce que tu peux être plus précis à ce sujet? T'as fait de l'histoire en fac, toi? Ouais, mais alors pour le coup de l'histoire du Japon, j'avoue que j'ai fait péter tout un semestre pour aller prendre l'apéro. Ah. Au final, le Captain America suppute qu'il y a un truc grave derrière tout ça, et il accepte de finir le combat, et de laisser l'objet magique à Namor. Et alors, tu m'aurais dit... Player One? Hein? Pardon? Tu m'aurais dit Player One? Jeu de mots? Lol? Ah oui, d'accord. Ça y est, t'as compris? Oui, elle est amusante. Et donc je disais que tu m'aurais dit que ça allait se terminer comme ça, et ben je ne l'aurais pas cru, parce que là, le scénariste se la joue trop facile. Enfin, nous avons le combat de Hulk contre Thor. Ils n'ont pas reçu d'informations comme quoi il faut arrêter de se bagarrer, et du coup, ils s'en donnent à cœur joie pour distribuer du beefsteak à 5 branches. Et ne boudons pas notre plaisir, hein. Tout le monde aime un combat entre Thor et Hulk, mais celui-ci se termine un peu bizarrement, avec les deux dans une prise de verrouillage statique pendant 1 heure. Puis les Avengers et les Defenders arrivent pour leur dire d'arrêter leur conneries, un peu comme Sean. Putain, elle est pas ouf celle-là. J'avoue. Même en ignorant les combats qui se sont terminés de manière peu concluante, les défenseurs gagnent clairement sur les Avengers qui, au lieu de se comporter comme un pack de rugby, se sont comportés comme un pack de bière. Ce qui est logique, car ils forment une équipe très puissante, à l'exception de Hawkeye. Bien entendu, la nature des combats jouait en leur faveur, une bataille complète en équipe aurait par contre permis à Captain America de mieux utiliser ses compétences tactiques et aurait pu égaliser les chances. Mais là, les Avengers n'avaient pas la banane. Je sais que je digresse un peu, mais t'as vu le nombre de bars et de clubs gays qui portent le nom de Banana? Non, pas vraiment Scarlett, mais tu veux en venir où là avec cette remarque? Oh bah nulle part, hein, c'était juste pour dire qu'une banane, ça ressemble à une bite, et c'est marrant. Et ça te fait rire toi? Oh bah faut se faire plaisir quand même. Ok. Au final, les deux équipes se réunissent à l'Avengers Mansion. Conscient que c'est exactement ce que Dormammu veut qu'il fasse, le groupe assemble néanmoins l'œil du mal, et il est immédiatement récupéré par l'animal de compagnie de Dormammu appelé Asti, le qui voit tout. C'est bizarre comme nom, hein. Ouais. Et avec le mauvais œil entre ses mains, Dormammu se rend compte que Loki l'a trahi en petit margoulin qu'il est. Margoulin. Ah oui, hein, je n'ai pas peur des mots. Hein. Et il le piège dans une cage énergétique, il procède ensuite à aspirer notre dimension dans sa dimension sombre, et tout le monde commence à se transformer en démon. Nous obtenons un montage de scènes de tout l'univers, avec tous les héros. Il y a le Shield, Spider-Man, les 4 Fantastiques, Khazar, Luke Cage, Adam Warlock, les Inhumains, bref, il y a beaucoup de monde. Il y a même des méchants comme Doctor Doom, Dracula, Thanos sur Titan, tous combattent des démons, ce qui est sacrément cool, même si l'art n'est pas génial en général. Oui, je sais, la rime n'est pas riche, mais c'est le texte qu'on m'a écrit. Le Docteur Strange conduit les Avengers et les Défenseurs. Les défenseurs. Oui, oh bah ça va, hein. Dans la dimension sombre où ils affrontent Dormammu. Tout le monde se fait niquer la gueule, et Thor et Iron Man sont redevenus Don Blake et Tony Stark, ce qui fait exploser leur identité secrète. Et finalement, il ne reste plus que la sorcière écarlate, et elle est recouverte de colle anti-pluie, ce que j'ai trouvé assez sensuel au niveau du visuel, hein. C'est sympa, hein. Sympa.
Oui, c'est sympa. Excuse-moi, Bob, mais t'es un blaireau? Pourquoi tu dis ça? Pour rien, c'était juste pour te couper dans ta démonstration. Ah, bâtarde. Je trouve peut-être que je vais un peu loin. Non, mais vas-y, fais-toi plaisir. Loki se transforme en insecte et distrait Dormammu assez longtemps pour que la Scarlet Witch puisse se libérer et utiliser son pouvoir magique, faisant exploser le mauvais œil et disperser le pouvoir de Dormammu. À cette occasion, Loki retrouve la vue au contact des restes de Dormammu sur son visage et cela le rend fou. Chapeau à Englehart qui, pour une fois, rend le personnage de Wanda enfin utile. Mais pauvre Loki, il n'apporte vraiment rien à cette histoire et se retrouve dans une situation pire qu'au début. Tu trouves? Ah bah c'est factuel, hein, il pue du fion celui-là. Hein. Pendant ce temps, le Docteur Strange efface le souvenir de cette histoire, et une fois cette intrigue terminée, il y a une petite coda avec les défenseurs essayant de restaurer le Chevalier Noir. Mais il s'avère que son esprit a été transféré à l'époque des croisades, et qu'il est heureux de rester là-bas pour combattre les Sarrasins. Je sais, c'est limite borderline. Pourquoi tu rigoles, toi? Pardonne-moi mon hilarité, je suis en train de me faire un triple à toute seule là, en pensant à du pain sarrasin. Et y a une blague là parce que j'ai pas la ref. Non, vas-y, enchaîne, on est en retard. Hein. Donc j'ai pu constater à travers de nombreux forums que beaucoup considèrent ce récit comme l'un des meilleurs, sinon le meilleur crossover de l'histoire de la bande dessinée. Une sorte de baguette avec plein de gluten, c'est croustillant et moelleux de l'intérieur. Cette création était d'ailleurs pour le moins un blockbuster à l'époque. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, j'ai essayé de partager avec vous cet instant très comics, avec générosité et investissement, car quand il s'agit de parler de mes passions comics vintage, je suis dans le tout cher avec vous. Et tu te trouves cool avec tes ambicanismes à la con. Oula, tu commences à prendre confiance, toi? Peut-être que je m'énerve un peu trop. Ah oui, ça reste des comics quand même, Scarlett. Oui, j'ai soudainement conscience d'être désagréable. Et donc voilà, nous avons fait un petit tour d'horizon du bousin, et tout cela avec la complicité de Scarlett et de Robert qui n'a pas voulu rester durant toute la vidéo. Parce que c'est précaire et mal payé chez toi. J'ai cru que j'étais un livreur d'Uber Eats. Oh bah on est une petite chaîne, hein, moi j'ai pas de sous, hein. Pourquoi est-ce que tu crois que j'habite dans un cimetière? C'est vrai que t'habites dans un cimetière? Non, Scarlett, le second degré, c'est pas seulement pour les brûlures. Oui. T'as pas compris. Non, j'avoue. Alors, je crois que le bouquin fait dans les 36 balles, ce qui est assez prédateur pour ton portefeuille. En tout cas, je suis très content de mon acquisition, et j'avoue avoir trouvé pour pas cher, chez un libraire, une matinée de janvier sur les coups de 9h, ressenti 8h, et qui m'avait assez ambiancé dès les premières pages, me prouvant qu'on peut encore avoir de la joie de vivre malgré l'inflation. C'était aussi agréable que de tirer la carabine sur des touristes. Et alors toi Scarlett, toi qui viens des Deux-Sèvres, est-ce que tu conseillerais ce bouquin à nos chers farfadets? Bah en tout cas, il ne m'a pas fait signer du nez. C'est-à-dire? Eh bah c'est pas du caca. C'est marrant le caca. Eh bien c'est sur cette phrase digne de Guillaume Apollinaire, en guise de conclusion, que nous allons rendre l'antenne à Cognac G. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, abonnez-vous, car j'ai constaté que 30% des gens qui regardent les vidéos dans leur boîte à troubadour ne sont pas abonnés. C'est fou comme tu peux être attentif, toi. Hein. Alors abonnez-vous et laissez pouce bleu pour encourager notre boulot, ça ne mange pas de pain et c'est moins cher que gratuit. Et surtout, ça permet à n'importe quel prolétaire comme toi de crâner sur le net. À quel moment t'as commencé d'être conne, toi? Bah ça va, t'es susceptible de l'ego, gros, hein. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube, avec le passage express de Robert et la présence remarquée de la mamelesque camélidée Scarlett. D'ailleurs, ma jolie, mon pénis te remercie de ta présence. Oui, je vois ça. Faudrait vraiment que tu mettes un pantalon à l'avenir. Prenez soin de vous, mes petits farfadets, et n'oubliez pas que je reste votre débiteur. À très bientôt, les geeks. The Christmas tree's on fire. Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts, but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh, got another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not. Ta gueule!